Sainte-Marie. 6 heures de bateau. 6 heures à écoper le fond d'une embarcation trop vieille pour naviguer. 6 heures de frissons sans gilet de sauvetage, ni moteur de secours. Sainte-Marie, une petite île peu connue à l'est de Madagascar, une île au passé incroyable. L'histoire de cette île est avant tout l'histoire d'une colonisation. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, elle a servi de base de repli à de nombreux pirates venus du monde entier. Certains d'entre eux sont très connus et leurs routes n'ont jamais croisé l'île Sainte-Marie par hasard. Quand la piraterie s'éteint au début du XVIIIe siècle, les descendants de ces fameux pirates permettent à de nouveaux colons de prendre possession de l'île Sainte-Marie. Ce sont les Français. Ils resteront 2 siècles et jamais les Saint-Mariens ne connaîtront de répit. Voici donc les mémoires d'un petit bout de terre et le portrait de quelques aventuriers qui ont écrit les pages les plus sombres de l'île Sainte-Marie. Sur l'île Sainte-Marie, le temps semble suspendu. L'île vit au rythme du mora mora, doucement, doucement, en malgache. Ambodifotatra, le chef-lieu de l'île, a été fondé en 1642 et accueille aujourd'hui 3700 des 17 000 Saint-Mariens. C'est ici que vit Mokandra Onésiphore. Né en 1925, il est le doyen et la mémoire vivante de l'île Sainte-Marie. Ancien commerçant, garde champêtre, puis employé de l'administration coloniale française, il a perdu tous ses droits et sa nationalité française en 1960, quand Madagascar est devenue indépendante. Depuis, il vit dans cette petite case. Il est, comme il le dit lui-même, en misère. Toujours comment dirais-je, la cuisine antiquité. Ça c'est toujours l'antiquité. Même toutes les machins là, les marmites en fonte. Ça c'est oui, ancienne fabrication. Oui. Tantôt nostalgique, tantôt révolté, Onésiphore n'a aucun revenu fixe et vit de ses plantations. 2 à 3 fois par semaine, il parcourt 5 km à pied avec les enfants du village voisin pour rejoindre ses terres à l'est de l'île. Voici mon terrain là, tout ça là, tous ces versants là, jusqu'à là-bas. Attention, vous allez tomber, c'est glissant ici. Hein? Là, vous tenez un toro comme ça. Andam Zahir. Il faut arracher les mauvaises herbes là. Et puis quand ils sont trop beaucoup là, on les brûle. Après on fait planter du manioc. Il faut labourer un peu, comme vous les voyez là-bas. Il faut les labourer. Lorsque vous m'avez demandé l'autre jour, vous mangez là-bas en brousse, on mange rien que les fruits là. On n'aura pas faim. Et puis on rentre. C'est pour cela même que je vous dis, ma vie est rudimentaire. En arrivant là-bas, je n'aurai plus faim. Je bois un peu de café, puis manger un peu de morceau de pain, ça y est. C'est comme la soupe, comme le dîner, ça.
voyez. En 1664, Louis XIV et Colbert créent la Compagnie des Indes orientales afin d'intensifier le commerce dans l'océan Indien et attirer de nouveaux capitaux. Mais le commerce florissant, la route des Indes suscite la convoitise de nombreux pirates qui vont alors croiser en mer Rouge le long de la côte de Malabar, puis redescendre vers Madagascar. Dès 1685, les pirates sont sur Sainte-Marie. Nombre de forbans, fatigués de la flibuste et de la grande piraterie, trouvent à Sainte-Marie un havre de paix. Au plus fort de l'occupation de l'île, les pirates sont plus d'1 millier. L'île Sainte-Marie a été choisie pour des raisons pratiques. Elle présente tous les avantages que l'on peut souhaiter. Un port pour accoster, des plages désertes pour le carénage des bateaux et du bois pour la réparation des gréements. Autre avantage non négligeable, la main-d'œuvre abonde et les forbans ont réduit en esclavage bon nombre des indigènes. Les pirates, oui, ils sont arrivés ici, mais ils ont employé les habitants de cette île, les habitants d'ici, pour travailler les champs, parce qu'ils ont besoin de provisions, quoi. Mais à ce moment-là, le plus fort, la raison du plus fort, on est obligé de l'accepter. C'est ça. L'île Sainte-Marie est un paradis. Elle offre de l'eau douce à volonté et des plantes médicinales que les Malgaches connaissent bien. De plus, on y trouve des provisions en abondance, parmi lesquelles des citrons verts, nécessaires pour lutter contre le scorbut. Les pirates bénéficient d'un climat agréable, de la liberté et de ce qui, pour ces gueux de mer, fait le charme de la vie, l'alcool et les femmes. Les femmes de Sainte-Marie étaient célèbres pour leur complaisance et leur gentillesse à l'égard des pirates. Ceux qui font souche sur l'île prennent pour femmes les filles des chefs autochtones. Elles ont entre 14 et 18 ans. Les pirates viennent des 4 vents. Ils sont en majorité américains, anglais, hollandais et français. Un des plus célèbres d'entre eux se nomme Thomas Tew. En 1693, il se lie d'amitié avec un certain Benjamin Fletcher, alors gouverneur de New York. C'est un homme avide de pouvoir qui se préoccupe davantage de sa propre fortune que du bien-être et de la prospérité de la province. Commandité par Fletcher, Tew attaque un navire de la Compagnie des Indes près de Madagascar. Il décide alors d'une relâche sur l'île Sainte-Marie qui n'est pas très éloignée. Installé sur une plage avec ses marins, il procède au partage du butin selon les règles habituelles. Une part pour chaque homme, une part et demie pour le médecin et 2 parts pour le capitaine. Avec cette manne financière, Tew et ses hommes vont en profiter pour développer le commerce sur l'île Sainte-Marie. Les habitants vendent alors très cher les vivres à des marins particulièrement riches
et peu avare. Adolphus Phillips, ami personnel de Thomas Tew, est un négociant new-yorkais des plus riches et des plus influents. Il possède une flotte marchande considérable et un de ses navires fait régulièrement la liaison entre New York et Sainte-Marie. Il fournit les pirates en denrées manufacturées en échange d'esclaves et de parts de butin. On a retrouvé certains de ses livres de comptes. Au nombre des denrées, on note 15 barils de vin, de la bière à 60 pièces de 8 le baril, 10 barils de sel, du tabac, des couteaux et des haches. Les pirates ravitaillaient les habitants, hein, en portant des boissons avec des petits barils. Là. Avant, c'était la monnaie en or, en argent, ils mettaient là-dedans. Ça, autant de ce que je vous raconte là, des pirates là, qui sont amenés ça d'ici, ben on achète. Peut-être il y avait je sais pas moi, des drogues ou des changes à ce moment-là. Oui. Ça, c'est là-dedans qu'on conserve l'argent avant. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle en malgache la toukou. La toukou, en saint-marien. Oui. Ça, c'est une cruche, comme vous dites. Oui. Ce n'est pas de l'eau qu'on amasse là-dedans. Ça, maintenant, je le sers pour mettre du riz blanc. Comme ça. Ah ouais. Comme ça, le rat ne peut pas gagner ça. Oui. C'est ça, le pirate qui était ici, il amenait tout genre de choses, même de l'or, oui, même de l'or. De cette époque de la rapine, les Saint-Mariens ont gardé un sens aigu du commerce. Le marché dans Bodhifotatra est le plus important de l'île. Il ouvre tôt le matin, vers 6 heures, et se prolonge jusqu'en début d'après-midi, à l'heure de la sieste. Les mardis et jeudis, le marché est bondé car il est fade, interdit de travailler aux champs ces jours-là. Comme partout en Afrique, c'est un lieu important d'échange. On marchande, on palabre, on mange des braides avec du riz ou on boit un café. Même si les moyens financiers font défaut, avec 3 bouts de planche, on monte un étal. Ici, on trouve de tout. De la sandale en plastique aux épices, en passant par les vêtements ou de la viande de zébu, sans hygiène particulière. En 1695, Thomas Tew quitte l'île Sainte-Marie en quête de nouvelles aventures, mais l'abordage d'un navire marchand indien tourne mal. Il meurt, le bas du ventre emporté par un boulet de canon. Cette même année 1695, un autre célèbre pirate, John Avery, arrivait sur l'île Sainte-Marie. John Avery, aussi surnommé Long Ben, est né en Angleterre. Matelot, puis officier sur un navire marchand, une chronique de l'époque le décrit comme un homme de taille moyenne, avec une tendance à l'embonpoint et un teint haut en couleur. Toujours accompagné de son esclave, Avery a bon caractère, mais il pardonne rarement et beaucoup de ses hommes en ont fait les frais. En 1695, il s'empare du Gangiswai, en mer Rouge. Le navire appartient au Grand Mogol et fait route vers la Mecque. Les trésors qu'il amasse avec son équipage constituent une fortune considérable et il se met ainsi à l'abri du besoin pour quelque temps. Mais le navire avait aussi à son bord la propre fille du Grand Mogol. Avery fut tellement ébloui par sa beauté qu'il l'épousa aussitôt et ils s'installèrent ensemble sur l'île Sainte-Marie.
La prise du vaisseau marchand du Grand Mogol est énorme, et la Compagnie des Indes ne peut laisser passer une telle atteinte. Sur les côtes malgaches, les flottes anglaises se lancent à la poursuite de John Avery. Mais ce dernier réussit à échapper à ses poursuivants. Il rejoint le port de Boston et revend son bateau The Duke, puis rejoint l'Angleterre clandestinement. Ces diamants l'embarrassent. Ils sont hors du commun et très difficiles à vendre. Ne pouvant avouer sa présence, il a recours à des intermédiaires peu recommandables, à qui il confie ses pierres précieuses dans une taverne du Devonshire. Ils lui remettent une toute petite somme, ne lui rendent pas ses diamants et menacent de le dénoncer s'il proteste. Ruiné, ses épreuves et ses soucis ont tellement miné sa santé qu'il en tombe malade et meurt sans même avoir de quoi se payer un cercueil. Sur l'île Sainte-Marie, un petit bout de terre garde toute sa part de mystère. C'est l'île aux Forbans. Au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est sur ce petit îlot circulaire que les pirates partageaient leur butin et tenaient leurs assemblées. L'île aux Forbans était réputée être un des meilleurs mouillages de Madagascar, car il était protégé par le petit îlot Madame, mais aussi parce que les collines environnantes permettaient une défense facile et efficace du site en cas d'attaque. Ici, c'est l'île aux Forbans, l'île aux pirates. Avant, autrefois, il n'y avait pas de digue ici. Le bateau des pirates qui venait directement là, se cachait derrière l'île. Il paraît que, d'après la légende, il y avait 3 bateaux qui étaient enfouis là-dedans. Oui. Vraiment, c'était leur repère, quoi. Les pirates ont des repères. Oui. Lorsqu'ils ont tué leur butin, ils amènent là. Longtemps interdite aux touristes et aux archéologues, l'île aux Forbans est aujourd'hui accessible à tous en pirogue. Mais il ne reste rien de la grande époque de la rapine. Voyez-vous ces trous-là? C'est un trou qu'ils ont fait pour voir si ces trésors existent. Ben, ils n'ont pas pu trouver ces trésors, mais ils se sont partis. Oui, ils ont abandonné leur exploit. Si certains explorateurs se sont acharnés à creuser des trous jusqu'à 8 mètres de profondeur, c'est parce qu'une légende affirme que le trésor d'un certain William Kidd est caché sur l'île aux Forbans. En 1695, William Kidd, marchand new-yorkais, excellent marin et ancien corsaire dans la guerre contre la France, arrive à Londres. Il est chargé par le comte de Bellomont de chasser les derniers pirates dans l'océan Indien. Muni d'une lettre de marque qui porte le sceau du roi d'Angleterre Guillaume III, William Kidd recrute un équipage dans les bas-fonds de Londres. Beaucoup de ces hommes ont un passé plus que douteux et tous embarquent à bord de l'Adventure Galley, un vaisseau de 34 canons, direction les mers d'Orient. Après des mois d'errance sur l'océan sans aucune prise, la tension monte sur l'Adventure Galley. Lorsque Kidd croise un bateau marchand et qu'il le laisse repartir, le canonnier William Moore lui en tient rigueur et une violente dispute éclate. Kidd jette un seau à la tête de Moore et ce dernier rend l'âme d'une fracture du crâne. À partir de ce moment-là, l'équipage qui appréciait beaucoup Moore ne soutient plus le capitaine Kidd. Le voyage se poursuit et Kidd redescend vers Madagascar. Sous la pression de son équipage, il capture 2 navires marchands, le November et le Kidda Merchant. De simple corsaire, William Kidd devient pirate à part entière malgré lui. Il poursuit sa route vers la côte est de Madagascar.
Le 1er avril 1698, l'île Sainte-Marie est en vue. Kidd est à la tête de 3 vaisseaux et il a bien l'intention de mener à terme sa mission de chasse aux pirates. À son arrivée, il est confronté au capitaine Culliford, un de ses anciens compagnons. Kidd presse son équipage de capturer Culliford et ses hommes, mais il essuie un refus catégorique. Pire, une mutinerie éclate. Les hommes de Kidd rejoignent Culliford, puis saccagent et brûlent un des bateaux de Kidd. William Kidd est fait prisonnier, mais ses hommes lui laisseront la vie sauve. Il quitte l'île Sainte-Marie de force en juin 1698 pour rejoindre le port de Boston. À son arrivée, il est arrêté sur ordre du comte de Bellomont, qui a eu vent de ses exploits et qui ne veut pas être accusé d'avoir commandité un pirate. Kidd est transféré à la prison de Newgate de Londres, où il croupira 2 ans avant d'être jugé. Son procès est un simulacre de justice. Condamné à mort pour piraterie, il est pendu le 23 mai 1701. Son corps est enduit de goudron, entouré de chaînes et d'un harnais en métal placé autour de sa tête pour que les os et le crâne puissent rester en place pendant que les tissus pourrissent. On vit le corps des années durant se balancer, sécher au soleil, battu par les pluies, les yeux picorés par les mouettes à Tilbury Point, dans l'estuaire de la Tamise. En 1700, sur l'île Sainte-Marie, le nombre de pirates a considérablement diminué. Beaucoup sont morts de maladies comme la malaria, ou se sont rendus pour bénéficier d'une grâce royale. Mais ceux qui restent sont déterminés. En 1704, un projet parlementaire brandit le spectre de la multiplication des pirates à Madagascar. En se reproduisant, ces derniers engendrent une nouvelle génération de forbans qui jettent le discrédit sur l'Angleterre. De plus, de nombreux flibustiers chassés des Caraïbes par le roi George Ier arrivent à Madagascar. Ils sont encore plus menaçants. Boucles d'oreilles, bandeaux, couteaux à la bouche, beaucoup d'entre eux sont des Antillais. Vous-même, vous savez bien, il y a des Noirs qui sont ensemble avec eux, avec leurs bandeaux, là, avec leurs boucles d'oreilles. Maintenant, c'est la coutume ancienne, là, le barbarie revient. Vous n'avez pas remarqué? Hein, les hommes maintenant portent des boucles d'oreilles. Ils font, hein. Avant, ma grand-mère m'a raconté, son grand-père, il dit, il tressait des cheveux avant. Et bien maintenant, les hommes tressent des cheveux, font des rastas, c'est pas moi tout ça là. Ça va revenir. Oui, l'Antiquité, ça va revenir. C'est pas vrai ça? Oui. Parmi ces derniers grands fauves qui ont foulé les plages de Sainte-Marie, Edward England. C'était un homme intelligent et assez humain par nature. Daniel Defoe, le célèbre écrivain auteur de Robinson Crusoe, écrit de lui qu'il était d'un bon naturel et ne manquait pas de courage. Il avait même de l'aversion pour les mauvais traitements que l'on faisait aux prisonniers. Mais une fois engagé dans une société aussi abominable, il se trouvait souvent obligé d'être cruel lui aussi. C'est ainsi qu'en 1718, il tortura avec ses hommes le capitaine Skinner, un de ses anciens compagnons. Skinner fut attaché à une machine appelée Vindas, puis bombardé de bouteilles et de tessons de verre. Sa mort fut une lente agonie. En 1720, England et ses hommes mettent le cap sur Madagascar. Au mois de juillet, ils croisent 3 vaisseaux de la Compagnie des Indes. Le combat est sans merci, mais Edward England en sort victorieux.
Des équipages entiers sont capturés, mais England refuse de les tuer et les laisse repartir. Désapprouvé par ses hommes, il est débarqué avec 3 de ses fidèles sur l'île Maurice. De là, ils mettent le cap sur l'île Sainte-Marie dans une petite barque. Personne ne sait ce que fit exactement Edward England sur l'île Sainte-Marie, mais il y est mort en 1722. On sait qu'avant sa mort, il était très lié avec un autre fameux pirate surnommé la Buse. Olivier Levasseur, plus connu sous le nom de la Buse, est un ancien second d'Edward England. Quand il décide de prendre sa retraite en 1721, il s'établit à la pointe nord de l'île. La Buse, rangée de la piraterie, est commerçant à la sauvette grâce à un petit canot de sauvetage. Avec l'aide de ses fidèles, il effectue des liaisons entre les vaisseaux marchands restés au large et la terre ferme. Piégé par une promesse d'amnistie, il est capturé par un vaisseau de la Compagnie des Indes, puis pendu le 17 juillet 1730 à Saint-Paul de la Réunion. Il a tout juste le temps de lancer à la foule un bout de papier qui révèle l'emplacement de son trésor. Ces cryptogrammes conçus en termes imagés et sibyllins, dignes de Nostradamus, restent aujourd'hui encore un mystère que personne n'a jamais percé. La mort de la Buse est aussi un peu la mort de la piraterie dans l'océan Indien, et donc sur l'île Sainte-Marie. En 1730, les pirates ne sont plus qu'une vingtaine. Certains ont leur dernière demeure ici, en terre malgache. Lugubre à souhait et rongé par les mauvaises herbes, le cimetière des pirates constitue probablement la curiosité la plus visitée. Les noms et les épitaphes sont souvent effacés depuis longtemps, mais ils n'évoqueraient de toute manière pas grand-chose, car les gueux de mer les plus célèbres ont rarement connu une mort paisible dans leur lit. Une tombe pourtant se détache du lot. Elle est aujourd'hui renversée, mais à l'origine elle était debout. Cet cimetière s'appelle Saint-Pierre. Ben, il paraît que il y a des trésors des pirates qui sont enterrés ici. C'est pour cela même qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour visiter, soi-disant pour visiter le cimetière des pirates, mais c'est pour chercher ces trésors. Ce trésor est introuvable. En 1740, les pirates ont tous disparu, mais l'île est déchirée par des guerres tribales. C'est alors qu'un certain Ratsiminao, fils du pirate anglais Thomas Stew, réussit à s'imposer. Il crée le royaume Betsimissarak, une des 18 ethnies de Madagascar. Ce nouveau territoire, qui couvre une partie de la côte est de Madagascar et englobe l'île Sainte-Marie, met fin aux guerres tribales. Avant, on n'avait pas le même nom. Ah ouais. Mais on se battait tribu entre tribus en ce moment-là. Mais lorsque Ratsimla arrive, tout cela s'arrêtait. On est tous ensemble. Eh bien, Ratsimla nous a donné ce nom, c'est Betsimsark, nombreux qui ne se séparent pas. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle Betsimsark. Après avoir fédéré les Betsimissarak, le roi Ratsiminao offre l'île Sainte-Marie en cadeau de mariage à sa fille Betty, qui épouse Jean-Onésime Filet, plus connu sous le nom de Labigorne,
un ancien caporal de la Compagnie des Indes. Betty partage les mêmes sentiments de sympathie envers les Français que son père. Et sous l'influence de la Bigorne, elle cède l'île Sainte-Marie à la France le 30 juillet 1750. La cession reçoit l'aval de tous les chefs traditionnels, mais Mamadion, la mère de Betty, ne l'entend pas ainsi. En 1754, le roi Ratsimilao meurt. Mamadion fomente alors un soulèvement qui débouche sur le massacre de la communauté française de l'île Sainte-Marie. Un vaisseau français arrive pour reprendre possession des lieux et mater la révolte. Un fort est alors construit sur les hauteurs d'Ambodifotatra. Ce fort existe toujours aujourd'hui. Il est occupé par l'armée malgache. Interdiction formelle de filmer. Pardon, je vais voir ce que vous avez. L'entrée est frappée du sceau de la Compagnie des Indes et de l'emblème de Louis XV. À l'intérieur, les bâtiments sont délabrés et la plupart sont inutilisés. L'un d'entre eux sert de logement aux hommes de troupe. Sous la cour du fort, une immense cuve a été creusée. Elle pouvait fournir de l'eau douce à 150 hommes pendant un an. Un peu plus loin, un vieux canon de la guerre 14-18 finit sa vie dans un bain de rouille. Au fond de la cour, des murs de 2 mètres d'épaisseur enserrent les oubliettes et les cachots. Mais le plus important de ce fort est en haut de ces escaliers. C'est une vue imprenable sur toute la baie d'Ambodifotatra. Un poste d'observation stratégique. C'est Sylvain Roux, agent commercial de la Compagnie des Indes, commandité par Louis XVIII, qui fera de l'île Sainte-Marie un territoire français à part entière en y implantant le pavillon national le 15 octobre 1818, ainsi qu'une administration en règle. La Compagnie des Indes qui était là, avec 400 soldats Wolof, sénégalais ça, africains, commandés par Sylvain Roux. Oui. Peu après son arrivée, la quasi-totalité de l'expédition est décimée par le paludisme. Un des lieutenants de vaisseau décrit le spectacle de désolation qu'offre la petite colonie en 1821. Chaque jour voyait expirer plusieurs personnes, et les infortunés qui conservaient une vie languissante n'avaient plus d'autre perspective que d'aller rejoindre les cadavres qu'ils voyaient continuellement enlevés. Sylvain Roux est alors congédié par le gouvernement français pour avoir estimé avec légèreté l'inexactitude du climat. Accablé par l'échec de cette mission et victime à son tour de la fièvre, il meurt en avril 1823. Il est enterré près de l'entrée du fort. À sa mort, Sylvain Roux est remplacé par Fortuné d'Albran, un jeune Marseillais qui administrera l'île Sainte-Marie pendant 3 ans. Il succombera lui aussi sur l'île en 1826. Sa tombe, écrite en français et en arabe, trône à la sortie d'Ambodifotatra. En 1830, un chroniqueur décrit ainsi les Saint-Mariens. Les hommes sont grands et puissants. Ils n'ont qu'un vêtement fort adroitement tissé de quelques herbes de diverses couleurs. Ils possèdent tous de grands boucliers en bois décoré. Leurs armes sont de petites javelines d'un bois très dur de la longueur de 12 ou 13 pieds et de moins d'1 pouce d'épaisseur. Les femmes sont vêtues de toiles rayées de petites barres dont elles ont un corps de jupe et une robe qui leur descendent sous le gras de la jambe.
L'arrivée de ces nouveaux colonisateurs provoque un choc et les Saint-Mariens sont forcés d'adopter une culture occidentale. Chez nous ici, lorsque vous êtes arrivés, on nous enseigne, nous sommes devenus, on dit que nous sommes civilisés. Le malgache, les Africains, même le peau-rouge, les Indiens peau-rouge, ils ont leur civilisation particulière, quoi. Particulière. Ils ont leur civilisation. Mais seulement la langue et puis la façon de se tenir, ça c'est différent. Mais lorsque vous, le colonialiste, vous êtes arrivé dans un pays colonisé, vous dites « Ah, ça se va pas ça. Ah, ça c'est des sauvageries ça. » C'est comme ça ici. C'est vrai, hein? C'est comme ça ici chez nous. Oui. Nous ici, nous avons notre Dieu. Nous, par exemple, vous êtes mon frère, vous venez de loin. Alors, nous allons visiter le cimetière. Nous allons chez les ancêtres, là. Moi, l'aîné, j'appelle les dieux. J'ai dit, descendez, les dieux. Eh bien, l'aîné, les ancêtres. Eh bien, dès qu'arrive le christianisme, ah non, c'est pas bon ça, vous priez avec le diable, ainsi de suite, c'est pas moi, hein. Il y a Jésus-Christ, Jésus-Christ n'était pas ici en Afrique ni à Madagascar, il a été là-bas, comment en Israël, hein? Il était juif, il n'était pas malgache. C'est ça, j'ai dit. Oui. Jésus-Christ n'était pas malgache. Pourtant, des cortèges entiers de missionnaires ont suivi la vague coloniale française pour christianiser les Saint-Mariens coûte que coûte. En 1835, la première Bible en malgache est imprimée. Un peu plus tard, en 1859, c'est à l'initiative de Monseigneur d'Almont, premier évêque de la Grande Île, que la première église de Madagascar est construite. Elle est aujourd'hui classée monument historique et Monseigneur d'Almont repose dans ses murs. En 1871, les Français aménagent l'îlot Madame. Ils y construisent une résidence destinée à centraliser toute l'administration de l'île Sainte-Marie. La colonie compte alors un peu plus de 200 personnes. C'est une belle bâtisse dont le fronton évoque le style directoire de l'époque. Incendié en 1992, ce palais des gouverneurs a été entièrement réhabilité après plusieurs années de travaux. En 1876, l'île Sainte-Marie est placée sous l'autorité administrative de l'île de la Réunion. Le commerce de la vanille se développe alors à grande échelle. Beaucoup de Saint-Mariens sont forcés de travailler dans des ateliers de distillation ou de tri destinés à approvisionner la métropole. En 1895, le Parlement français vote l'annexion de Madagascar en tant que colonie. Le général Gallieni est envoyé dans l'île à la tête de 15 000 hommes avec les pleins pouvoirs civils et militaires. L'expédition est meurtrière. Beaucoup de Malgaches sont fusillés et la reine Ranavalona III est contrainte de s'exiler. Comme tous les Malgaches, les Saint-Mariens sont dépossédés de leurs terres et soumis au code de l'indigénat. Les cadres de la nouvelle administration sont européens et la langue française devient obligatoire. Avant, il y avait, c'est-à-dire un indigénat, quoi.
Oui, l'administration indigénat. L'indigénat, on prend des gens forcément travailler. Content ou c'est pas content, ben on le prend. On le fait vendre, on l'amène sur le colon. Par exemple, vous êtes colon, vous avez besoin de 20 hommes. Ben, il fait des notes à l'administration a commandé au gouverneur, le gouverneur commandé au chef de canton. Oui, le chef de canton demandait au chef du quartier. Le chef de quartier demande au chef du village. Et puis on l'envoie là-bas au chef-lieu. Oui, au chef-lieu du district. Là, on fait de répartition du travail. Un tel, aller chez un colon comme ça, un tel, chez le colon comme ça. Ah ouais. C'est ça l'administration indigène avant. Les Saint-Mariens sont à l'entière disposition des colons français. Ils sont principalement employés dans les champs de canne à sucre. Ces gens recrutés là, ces personnes recrutées là, ils restaient là, travailler là 3 mois. Mais une fois que votre patron vous aime, parce que vous travaillez bien, il a prolongé ça. Le 3 mois devient 6 mois. Oui, même 1 an. Et puis on le fait partir chez lui. En arrivant chez lui, il ne peut rien faire. La famille est comment dirais-je, oui, débrayée, quoi. La famille est emmerdée. C'est comme ça les colonialistes. En 1901, devant les difficultés de mise en valeur de l'île Sainte-Marie, le général Gallieni la transforme en bagne. C'est dans les années 30 que l'île compte le plus de détenus. Il y avait de 800 détenus ici. Oui, 800 détenus là, dans le camp où il y a les militaires maintenant, là, la carrière. Oui. Il y a 100 policiers. Ben, les colons, ils ont le droit de prendre soit 10 détenus, puis avec un policier, qui les garde là-bas chez eux. Ah oui. C'est ça le travail des colons ici. Les colons, ils travaillent pour eux, quoi. Ils exploitent les girofles. Ah oui. Ils ont fait de l'essence de girofle. Et puis ils récoltent le clou de girofle, quoi. Les girofles. Vous savez, pendant comment dirais-je, la période des girofles, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, les grands bateaux de la compagnie marseillaise, la compagnie française, directement de France, il arrive ici. Avant, il y avait de conditionnement ici. Oui, comment dirais-je, de la douane et conditionnement. Ben, ils arrivent ici, ils embarquent des girofles ici pour aller emporter à l'extérieur. Combien, vous savez, dernièrement, c'était en 1937-38, jusqu'à 39-40, 5 francs les kilos de girofle à ce moment. Oui, mais ça, on peut vivre. Moi et ma grand-mère, elle récolte des girofles. Il a eu une économie de 10 000 francs. 10 000 francs, ça suffit pour nous pour 1 an. Oui.
Je prends combien? Comme vous voulez. Oui. Ah, diable, c'est d'accord. Anam boyin na. Alors. Seulement j'ai mal aux dents. Parce que je mange quelque chose là. J'ai mal aux dents. Malgré son grand âge, Onésiphore n'a pas oublié ses jeunes années. À l'époque, il côtoie les enfants des colons sur les bancs de l'école et dans les cours de récréation. On était ensemble avec eux. On s'amusait quoi. Ouais. Avec tous ces machins-là. Mais seulement, quelquefois, lorsqu'ils ne sont pas contents, ils nous donnent des coups de pied avec les souliers. Nous sommes en pieds nus. C'est pour cela que nous avons des rancines avec eux. Après un référendum proposé par le général de Gaulle, Madagascar devient indépendante en 1960. Depuis cette date, le pays n'a cessé de régresser économiquement et socialement. Le gouvernement français nous a, je peux dire, nous a trahis. Lorsque le français partait, tout est annulé quoi. Nous avions notre port ici. Avant, nous avions notre douane ici, service de conditionnement, mais tout est annulé. Vous voyez les routes là. Depuis l'arrivée de Malgache dans l'administration, ça n'a jamais été bien aménagé. Oui. En plus des problèmes d'infrastructure, l'île Sainte-Marie doit aujourd'hui faire face à une véritable carence de l'éducation nationale. Manque de moyens, manque de professeurs. Beaucoup d'enfants de l'île ne vont plus à l'école car elle coûte trop cher. Les parents ont déserté et beaucoup de jeunes sont au chômage très tôt. Les jeunes sont mal éduqués, mal instruits. Depuis qu'on est dans la République malgache, les jeunes sont mal éduqués, mal instruits. Les jeunes aujourd'hui sont, comment dirais-je, ils sont emmerdés, ils sont dans la difficulté de vivre. Oui, parce qu'ils sont ignorants. Hein? Ils ne savent rien, ils n'ont pas de métier. Ils sont très, comment dirais-je, très en difficulté, très en misère. C'est pour cela que nous sommes misérés. Oui. Parce qu'ils ne trouvent pas des emplois. Tandis que nous, vieux, nous avons des 70, des 80, de tout ça là. Nous nous rappelons encore que le Français qui était ici, qui nous gouvernait bien, nous voulions que les Français reviennent. Oui, c'est ça que je voudrais dire là-dedans. Oui. Mais, que voulez-vous? C'est la politique. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, le tendard sanglant élevé, le tendard sanglant élevé. Attendez-vous dans ces campagnes, misère se fera ces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, armez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Onésiphore est mort pendant le montage de ce film. Avec lui, une partie de la mémoire de l'île Sainte-Marie s'est éteinte.
Et comme le dit l'écrivain Amadou Hampâté Bâ, quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle.